Imagine que tu es assise quelque part, peut-être dans ta voiture, peut-être dans ton salon, peut-être même dans ton lit ce soir, et qu'il y a cette pensée qui revient encore et encore, comme une musique qu'on n'arrive pas à faire taire. Cette pensée qui dit pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce qu'il ne me choisit pas moi? Je voudrais commencer aujourd'hui par te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me disait plus tôt dans ma propre vie. Le fait que tu poses cette question, le fait que tu ressentes, cette douleur ne dit rien de ta valeur. Ça dit quelque chose de ta situation, ça dit quelque chose de tes besoins, ça dit peut-être quelque chose de tes peurs, mais ça ne dit pas que tu vaux moins, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Le thème que j'ai choisi pour cet épisode est l'un des plus délicats que j'ai jamais abordé, parce qu'il touche à quelque chose de très intime, de très vulnérable. Comment faire pour qu'il te choisisse même s'il y a une autre femme dans le tableau, et surtout ce que cette situation révèle sur toi, sur tes besoins, sur tes blessures et sur la façon dont tu te perçois toi-même. Je tiens à être honnête avec toi dès le départ. Ce ne sera pas un épisode qui te donnera des techniques de manipulation, des stratégies pour rendre un homme jaloux ou des formules magiques pour gagner une compétition amoureuse. Ce n'est pas ce que je fais et ce n'est pas ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de comprendre. Comprendre ce qui se passe en toi, comprendre ce que cette situation éveille et comprendre comment retrouver ton pouvoir intérieur, non pas pour le conquérir lui, mais pour te reconquérir toi. Alors installe-toi confortablement, prends quelques respirations et laisse-toi accompagner pendant ce moment qui t'appartient entièrement. Commençons par le commencement, c'est-à-dire par ce que l'on ressent vraiment quand on se retrouve dans cette situation. Parce que avant de parler de psychologie, avant de parler de comportement et de mécanismes, je veux qu'on s'arrête sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur. Quand une femme se retrouve dans la situation où l'homme qu'elle désire est avec une autre, ou hésite entre deux femmes, ou entretient une relation ambiguë avec une autre personne, il se passe quelque chose de très particulier à l'intérieur d'elle. Il y a d'abord cette douleur sourde, presque physique, qui s'installe quelque part entre la gorge et le ventre. Il y a l'insomnie, les pensées qui tournent en boucle la nuit. Il y a cette habitude de vérifier son téléphone, d'analyser ses messages et d'interpréter chaque silence. Et puis il y a cette question qui revient lancinante. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Cette question, je l'ai entendue des centaines de fois dans mon cabinet. Je l'ai lue dans des lettres, dans des témoignages. Et à chaque fois, elle me touche profondément parce qu'elle révèle quelque chose d'essentiel sur la façon dont nous fonctionnons en tant qu'êtres humains et en particulier sur la façon dont les femmes ont souvent appris à se mesurer à travers le regard des autres. Alors voilà ce que je veux qu'on explore ensemble aujourd'hui, pas la compétition, pas la stratégie, mais la vérité. La vérité sur ce que cette situation éveille en toi, la vérité sur l'attachement, sur l'estime de soi, sur le désir et sur ce que tu mérites vraiment dans une relation. Parlons d'abord de l'attachement. Parce que pour comprendre pourquoi cette situation est aussi douloureuse, il faut comprendre comment fonctionne notre système d'attachement, ce système qui était nous depuis l'enfance et qui guide nos relations amoureuses tout au long de notre vie. John Bowlby, un psychiatre britannique dont les travaux ont profondément influencé la psychologie moderne, a montré que dès les premières années de notre vie, nous développons des stratégies pour maintenir la proximité avec les personnes dont nous dépendons pour notre survie émotionnelle. Ces stratégies, nous les appelons des styles d'attachement et elles se forment très tôt, bien avant que nous puissions en avoir conscience. Il y a des personnes qui ont développé ce qu'on appelle un attachement sécure. Ce sont des personnes qui, dans l'enfance, ont eu des figures parentales suffisamment disponibles, suffisamment prévisibles, suffisamment aimantes. Ces personnes, à l'âge adulte, ont tendance à vivre leur relation amoureuse avec une relative sérénité. Elles savent qu'elles méritent d'être aimées. Elles ne paniquent pas au premier signe d'incertitude. Elles peuvent laisser l'autre être libre sans se sentir menacée. Et puis il y a d'autres styles d'attachement qui se sont formés dans des contextes moins stables. L'attachement anxieux, par exemple, se développe souvent chez des enfants dont les figures parentales étaient imprévisibles, parfois présentes et chaleureuses, parfois absentes ou froides. Ces enfants ont appris que l'amour est quelque chose d'incertain, quelque chose qui peut disparaître, quelque chose pour lequel il faut se battre, se montrer, se rendre indispensable. Et tu vois où je veux en venir. Parce que si tu te retrouves dans la situation où tu essayes de faire choisir quelqu'un qui hésite, si tu te retrouves à te battre pour l'attention d'un homme qui a une autre femme dans sa vie, il y a de grandes chances. Quelque chose dans ce schéma résonne avec quelque chose de plus ancien en toi. Je ne dis pas ça pour te coucher.
Je le dis parce que comprendre d'où vient une douleur, c'est déjà commencer à la guérir. Et je le dis aussi parce que cette reconnaissance, cette prise de conscience est le premier pas vers quelque chose de plus libre, de plus serein. Pense à une femme que j'appellerais Claire. Claire avait 34 ans quand elle est venue me consulter. Elle était brillante, attentionnée, généreuse. Et elle était éperdument amoureuse d'un homme, Thomas, qui entretenait une relation parallèle avec une autre femme. Thomas n'était pas officiellement engagé avec cette autre femme, mais il la voyait régulièrement, il lui envoyait des messages, il gardait cette relation dans un espace flou, ambigu, indéfini. Claire passait ses journées à essayer de comprendre. Elle analysait chaque interaction, chaque message, chaque regard. Elle cherchait des signes, elle se demandait ce qu'elle pourrait faire différemment. Elle avait lu des livres sur la séduction, elle avait essayé de se rendre plus mystérieuse, plus distante, puis plus disponible, puis plus attentionnée. Elle oscillait entre des stratégies contradictoires et puis éperdues. Et un jour, en séance, je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, Claire, est-ce que tu te souviens d'un moment dans ton enfance où tu avais l'impression de devoir mériter l'amour de quelqu'un ? Où tu avais le sentiment que si tu te comportais bien, si tu étais parfaite, si tu ne faisais pas de vagues, peut-être qu'on t'aimerait davantage. Il y a eu un long silence et puis elle a pleuré. Parce qu'elle s'était souvenue de son père, un homme aimant mais distant, un homme qui donnait son attention de façon imprévisible, qui pouvait être chaleureux un jour et replié sur lui-même le lendemain. Et elle avait passé son enfance à essayer de trouver la formule magique pour maintenir sa présence, pour garder son attention. Ce que Claire vivait avec Thomas, c'était une répétition, pas une coïncidence. Pas une malchance, une répétition. Notre psyché a cette tendance étrange, presque paradoxale, à nous attirer vers des situations qui reproduisent nos blessures d'enfance, comme si elle cherchait, cette fois-ci, à les résoudre. Et c'est là que réside l'une des premières choses importantes que cette situation révèle sur toi. Si tu te bats pour l'attention d'un homme qui ne te choisit pas pleinement, si tu t'épuises à essayer de te rendre indispensable à quelqu'un qui garde une porte ouverte vers une autre, demande-toi, est-ce que je connais ces sentiments de quelque part? Est-ce que j'ai déjà vécu cette incertitude avant dans un autre contexte, avec une autre personne? La réponse n'est pas toujours oui, mais souvent elle l'est. Et cette réponse, aussi difficile qu'elle soit à entendre, est un cadeau. Parce qu'elle te donne accès à quelque chose de beaucoup plus profond que la question de savoir comment faire choisir cet homme. Si ce contenu te touche, si tu sens qu'il résonne avec quelque chose en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail et à rejoindre d'autres personnes qui en ont besoin. Continuons. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le piège de la compétition invisible. Quand une femme sait ou sent qu'il y a une autre femme dans le tableau, quelque chose de très particulier se déclenche dans son esprit. Elle commence à se comparer, elle commence à évaluer. Elle se demande si l'autre est plus belle, plus intelligente, plus drôle, plus indépendante, plus sensuelle. Elle construit dans son imagination une rivale souvent plus grande que nature, une sorte d'idéal fantasmé qui la rend, elle, toujours insuffisante et en comparaison. C'est ce que j'appelle le piège de la compétition invisible, parce que cette compétition se joue essentiellement dans ta tête. L'autre femme, dans la réalité, est probablement une personne ordinaire, avec ses propres forces et ses propres failles, ses propres doutes et ses propres peurs. Mais dans ton imaginaire, elle devient un miroir déformant dans lequel tu te vois en défaut. Et ce miroir est particulièrement cruel parce qu'il amplifie tes insécurités. Il prend tes peurs les plus profondes, celles que tu gardes sécrétées même à tes amis les plus proches, et il les projette en grand sur un écran intérieur. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez intéressante, tu n'es pas assez désirable, tu n'es pas assez. Cette phrase, je t'en supplie, arrêtons-nous dessus. Pas ces deux mots qui ont fait tellement de dégâts dans tant de vies. Deux mots qui se sont installés souvent très tôt, parfois dans l'enfance, parfois à l'adolescence, parfois lors d'une première rupture douloureuse, et qui continuent des années plus tard de teinter notre façon de nous voir, de nous évaluer, de nous présenter au monde. Le problème avec cette croyance, c'est qu'elle est autoréalisatrice. Quand on croit qu'on n'est pas assez, on se comporte d'une façon qui confirme cette croyance. On devient trop disponible parce qu'on a peur qu'en posant des limites, l'autre parte. On accepte des comportements qu'on n'accepterait pas si on se sentait en sécurité. On donne davantage que ce qu'on reçoit parce qu'on espère que cette générosité compensera ce qu'on croit être notre insuffisance. Et paradoxalement, ces comportements, au lieu d'attirer l'autre, le repoussent souvent ou en tout cas ne créent pas l'attraction profonde et durable qu'on recherche. Je veux te parler d'un autre concept qui m'est cher, celui que les psychologues appellent la valeur perçue de soi. C'est une notion simple mais puissante.
Notre façon de nous comporter dans une relation envoie des signaux constants à l'autre sur la façon dont nous nous percevons. Et ces signaux influencent, souvent de façon inconsciente, la façon dont l'autre nous perçoit à son tour. Quand tu te comportes comme quelqu'un qui a peur de perdre, comme quelqu'un qui a besoin d'être rassuré en permanence, comme quelqu'un qui accepte l'inacceptable par peur de la solitude, tu envoies un message. Ce message dit « Je ne suis pas sûr de ma valeur » et malheureusement les êtres humains ont tendance à croire ce que les autres pensaient d'eux-mêmes. Si tu ne crois pas en ta propre valeur, il sera difficile pour lui de la percevoir pleinement. A l'inverse, quand tu te comportes comme quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut, qui a des limites claires, qui a une vie riche et pleine indépendamment de cette relation, qui est capable de dire non, qui est capable de laisser à partir ce qui ne lui correspond pas, tu envoies un message très différent. Un message qui dit « je suis quelqu'un de précieux » et ce message, lui, crée une forme d'attraction authentique, pas une attraction manipulée, mais une attraction réelle basée sur le respect. Mais attention, je ne te parle pas ici d'un jeu, je ne te dis pas de faire semblant d'avoir confiance en toi pour le rendre halou ou pour créer une stratégie. Je te parle de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai. Je te parle de travailler réellement sur ta relation à toi-même, de reconstruire cette confiance de l'intérieur, pas pour lui, mais pour toi. Parce que voilà la vérité que j'ai envie de te dire aujourd'hui, une vérité que j'ai apprise au fil des années de pratique clinique et de réflexion personnelle. La question n'est pas vraiment comment faire pour qu'il te choisissent. La vraie question est pourquoi est-ce que je veux être choisi par quelqu'un qui ne me choisit pas déjà pleinement? Cette question est inconfortable, je le sais. Elle peut même faire un peu mal. Mais c'est une question honnête et les questions honnêtes sont celles qui nous font avancer. Parce que pense-y. Si quelqu'un te choisissait vraiment, pleinement, sans ambiguïté, tu ne serais pas en train d'écouter cet épisode. Tu ne serais pas en train de te demander comment faire. Tu serais simplement dans cette relation en train de la vivre avec ses hauts et ses bas, mais sans ce fond constant d'incertitude et de douleur. Le fait qu'il ne te choisisse pas clairement, le fait qu'il maintienne cette zone grise, ce flou, cette présence d'une autre femme dans le tableau, ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin. Et ça mérite d'être regardé en face. Prenons un moment pour parler de ce que les psychologues appellent l'intermittence du renforcement. C'est un concept qui vient de la psychologie comportementale et il explique en partie pourquoi ces situations sont si addictives et si douloureuses à la fois. Dans les années 50, le psychologue américain B.F. Skinner a fait une découverte fascinante en travaillant avec des rats. Il a montré que les comportements les plus difficiles à éteindre, les plus résistants, les plus obsessionnels ne sont pas ceux qui sont récompensés de façon constante, mais ceux qui sont récompensés de façon aléatoire, imprévisible. Un rat qui reçoit une récompense chaque fois qu'il appuie sur un levier finit par s'y désintéresser. Mais un rat qui reçoit une récompense de façon aléatoire, parfois oui, parfois non, sans qu'il puisse prédire quand ce rat-là devient obsessionnel. Il appuie sur le levier encore et encore, incapable de s'arrêter. Nous ne sommes pas des rats, bien sûr, mais nos cerveaux fonctionnent selon des mécanismes similaires. Et quand une relation est marquée par l'imprévisibilité, par des moments de chaleur et de connexion entrecoupés de distance et d'incertitude, notre cerveau entre dans un état qui ressemble beaucoup à celui du rat devant. Les leviers, les moments où il est présent, attentif, chaleureux, deviennent extraordinairement précieux, presque euphorisants justement parce qu'ils sont rares et imprévisibles. Et les moments de distance, d'ambiguïté, de présence de l'autre femme deviennent une sorte de manque, un vide douloureux que l'on cherche à combler à tout prix. C'est pour ça que ces relations sont si difficiles à quitter. Ce n'est pas parce qu'elles sont bonnes pour toi. C'est parce que ton cerveau s'est adapté à ce rythme particulier, à cette danse entre présence et absence, entre espoir et déception. Et il a associé cette danse à quelque chose qui ressemble à de l'amour, même si ce n'en est pas vraiment. Je dis ça avec beaucoup de douceur parce que je sais que c'est difficile à entendre. Mais je le dis aussi avec beaucoup de conviction parce que comprendre ce mécanisme, c'est se donner la possibilité de s'en libérer. Si ce que je partage aujourd'hui résonne avec toi, je t'encourage vraiment à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons créer un espace de réflexion et de croissance qui fait vraiment la différence. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose que j'appelle la tentation de la transformation.
C'est un piège particulièrement subtil dans lequel beaucoup de femmes tombent dans ces situations. La tentation de la transformation, c'est cette idée qui dit « si je change suffisamment, si je deviens la version parfaite de moi-même, si je suis plus belle, plus intéressante, plus mystérieuse, plus indépendante, plus sensuelle, plus intelligente, plus tout, alors il me choisira ». Et il y a quelque chose de séduisant dans cette idée parce qu'elle donne l'illusion du contrôle. Si le problème c'est moi, alors la solution c'est aussi moi. Je peux travailler sur moi, je peux m'améliorer, je peux devenir meilleur et ainsi obtenir ce que je veux. Le problème c'est que cette logique est fondamentalement fausse. Pas parce que le travail sur soi n'est pas précieux, il l'est profondément, mais parce que le travail sur soi doit être fait pour soi, pas pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Quand tu te transformes dans le but de plaire à quelqu'un, quand tu modifies qui tu es pour entrer dans ce que tu imagines être ses préférences, tu fais deux choses simultanément. D'abord, tu t'éloignes de toi-même, de ta propre vérité, de ta propre essence. Et ensuite, tu construis une relation basée sur un mensonge, même si c'est un mensonge bien intentionné. Parce que si jamais il te choisit, ce n'est pas toi qu'il choisit, c'est la version de toi que tu as construite pour lui plaire. Et ça, à terme, c'est épuisant. Parce qu'on ne peut pas maintenir indéfiniment une version de soi-même qui n'est pas authentique. Et parce que quelque part au fond de toi, tu sais que si tu dois te transformer pour être aimé, alors l'amour que tu reçois n'est pas vraiment pour toi. Je me souviens d'une femme, appelons-la Isabelle, qui était venue me voir dans un état d'épuisement total. Elle avait passé 2 ans à se transformer pour un homme. Elle avait changé son style vestimentaire, ses centres d'intérêt, même ses opinions politiques pour correspondre à ce qu'elle pensait être son idéal. Et après 2 ans, il était parti quand même pour une autre femme qui, selon elle, ressemblait étrangement à qui elle était avant de commencer à se transformer. La leçon qu'Isabelle a tirée de cette expérience et qu'elle m'a partagée un jour avec une lucidité bouleversante, c'est celle-ci. J'ai passé 2 ans à essayer de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé et j'ai fini par perdre à la fois lui et moi-même. La prochaine fois, je veux être aimé pour qui je suis vraiment, même si ça prend plus de temps, même si ça fait plus peur. Cette phrase m'a profondément touché, parce qu'elle résume quelque chose d'essentiel sur l'amour véritable. L'amour véritable ne demande pas que tu te transformes. Il te reçoit tel que tu es, avec tes forces et tes fragilités, avec ta lumière et tes zones d'ombre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la croissance dans une relation. Bien sûr qu'il y en a. Mais cette croissance doit être motivée par ton désir de devenir une meilleure version de toi-même, pas par la peur de ne pas être assez bien pour quelqu'un d'autre. Alors voilà la question que je t'invite à te poser. Est-ce que les changements que tu envisages de faire, les transformations que tu imagines, sont-ils pour toi ou sont-ils pour lui ? Est-ce qu'ils t'amènent plus près de qui tu es vraiment ou plus loin ? Et si la réponse honnête est qu'ils sont pour lui, alors je t'invite à faire une pause. Pas pour abandonner l'idée de te développer, mais pour te demander ce que toi tu veux vraiment, pas ce qu'il veut, pas ce que tu imagines qu'il veut. Mais toi profondément, qu'est-ce que tu veux pour ta vie, pour ton amour, pour toi-même ? Parlons maintenant d'un sujet que j'aborde rarement de façon aussi directe, mais qui me semble absolument central dans cette conversation, la dignité amoureuse. La dignité amoureuse, c'est cette capacité à rester en contact avec sa propre valeur. Même dans les moments de vulnérabilité, même quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas en retour de la façon dont on le souhaite, même quand on a peur de perdre, même quand on est submergé par le désir et l'attachement. La dignité amoureuse ne signifie pas être froide ou distante, elle ne signifie pas ne pas s'attacher ou ne pas s'investir, elle signifie garder un fil de connexion avec soi-même, même dans les profondeurs de l'amour. Elle signifie ne pas sacrifier son intégrité sur l'autel de la peur de perdre. Et je veux te dire quelque chose d'important sur la dignité amoureuse. Elle est attractive, profondément attractive. Pas au sens manipulateur du terme, mais au sens le plus authentique. Parce que quelqu'un qui sait qui elle est, qui connaît sa valeur, qui peut poser des limites avec douceur mais avec fermeté, qui peut dire « ce comportement ne me convient pas » sans drama, sans hystérie, simplement avec clarté, cette personne-là dégage quelque chose de très particulier. Quelque chose qui ressemble à de la sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure est l'une des qualités les plus attractives qui existent. Pense à des personnes dans ta vie que tu admires. Des personnes qui semblent à l'aise dans leur peau, qui ne cherchent pas constamment l'approbation des autres, qui peuvent être seules sans être solitaires, qui peuvent aimer sans se perdre. Ces personnes ont quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose qui les rend magnétiques. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont vraies. C'est ça la dignité amoureuse. Et c'est quelque chose qui se cultive. Pas en une nuit, pas avec une formule magique, mais avec du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même.
Continuons et parlons de quelque chose que j'appelle la clarté relationnelle, parce que l'une des choses les plus difficiles dans la situation que nous décrivons aujourd'hui, c'est le flou. Ce flou dans lequel certains hommes maintiennent délibérément ou inconsciemment les femmes qui les entourent, ce flou, il prend de nombreuses formes. Il peut être un homme qui te dit qu'il a des sentiments pour toi, mais qui ne peut pas s'engager pour le moment. Un homme qui est tendre et présent certains jours, puis distant et froid d'autres jours, sans explication. Un homme qui te présente à ses amis, mais qui ne clarifie jamais ce que vous êtes l'un pour l'autre. Un homme qui te dit que l'autre femme n'est qu'une amie, mais dont le comportement raconte une autre histoire. C'est flou, est épuisant. Il est épuisant parce qu'il te maintient dans un état d'alerte constant. Ton cerveau ne peut pas se reposer parce qu'il n'a pas les informations dont il a besoin pour évaluer la situation. Alors il cherche, il analyse, il interprète, il suppose, et cet état d'hypervigilance émotionnelle est profondément usant. La clarté relationnelle, c'est le droit que tu as de savoir où tu en es. C'est le droit de poser des questions directes et d'obtenir des réponses honnêtes. C'est le droit de dire « j'ai besoin de savoir ce que nous sommes l'un pour l'autre ». J'ai besoin de savoir si tu as des sentiments pour moi ou non. J'ai besoin de savoir si tu es disponible pour une relation réelle ou pas. Et voilà quelque chose de crucial, si en posant ces questions, tu reçois des réponses évasives, des demi-vérités, des promesses vagues, des demandes de patience sans horizon clair, alors tu as une information très importante. Tu as l'information que cet homme, pour une raison ou une autre, n'est pas en mesure de t'offrir ce dont tu as besoin. Et cette information, aussi douloureuse qu'elle soit, est un cadeau. Parce qu'elle te libère de l'incertitude, parce qu'elle te permet de prendre des décisions basées sur la réalité plutôt que sur l'espoir. Si ce contenu t'aide à y voir plus clair dans ta vie amoureuse, je t'invite à laisser un commentaire, à partager cet épisode et à t'abonner. Chaque soutien m'aide à continuer ce travail et à toucher davantage de personnes qui en ont besoin. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui, je crois, est au cœur de tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Je veux parler de la peur de la solitude. Parce que derrière la question « Comment faire pour qu'il me choisisse ?» il y a souvent une autre question, plus profonde, plus secrète. Cette question dit « Est-ce que je serai capable d'être heureuse si je suis seule ?» Est-ce que je vaux quelque chose si personne ne me choisit? Est-ce que je suis un tiers sans un amour? Ces questions, je les comprends, je les respecte, parce qu'elles sont humaines. Le besoin de connexion, le besoin d'amour, le besoin d'appartenir à quelqu'un, ce sont des besoins fondamentaux. Ils font partie de notre nature, ils ne sont pas une faiblesse. Mais il y a une différence importante entre le désir d'amour et la dépendance à l'amour. Entre vouloir partager sa vie avec quelqu'un et ne pas pouvoir se sentir entière sans quelqu'un. Et cette différence, elle change tout dans la façon dont on vit ses relations. Quand on est dans la dépendance, on accepte des situations qui ne nous conviennent pas parce que l'alternative, la solitude, semble encore plus insupportable. On reste dans des zones grises, on supporte des comportements blessants, on se bat pour l'attention de quelqu'un qui ne nous la donne pas pleinement parce que quelque chose dans notre intérieur dit, au moins avec lui, je ne suis pas seul. Et c'est là que réside l'un des paradoxes les plus douloureux de ces situations. En restant dans cette relation ambiguë, en continuant à espérer, en continuant à se battre pour être choisi, on se prive de la possibilité de rencontrer quelqu'un qui nous choisirait vraiment, pleinement, sans hésitation. Je pense souvent à une image quand j'aborde ce souquet. Imagine que tu tiens dans tes mains quelque chose de précieux, quelque chose de fragile et de beau. Mais tes mains sont déjà pleines. Elles tiennent quelque chose d'autre, quelque chose qui ne te nourrit pas vraiment, quelque chose qui te pèse. Pour pouvoir accueillir ce qui est précieux, il faut d'abord lâcher ce qui occupe la place. C'est une image simple, mais elle contient quelque chose d'essentiel sur la façon dont nous faisons de la place dans notre vie pour ce qui nous convient vraiment. Lâcher, ce n'est pas abandonner. Lâcher, ce n'est pas se résigner. Lâcher, c'est faire confiance. Confiance que quelque chose de meilleur est possible. Confiance que tu mérites un amour qui ne te demande pas de te battre pour exister. Confiance que la solitude temporaire est infiniment moins douloureuse que la solitude qu'on ressent quand on est à deux, mais qu'on n'est pas vraiment choisi. Parlons maintenant de quelque chose de pratique. Parce que je ne veux pas que cet épisode reste dans l'abstraction. Je veux qu'il t'offre des outils concrets, des choses que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. La première chose, c'est ce que j'appelle le retour à soi. Quand on est dans une situation de forte charge émotionnelle, quand on est obsédé par une relation, par une personne, par une question, notre énergie psychique est entièrement tournée vers l'extérieur, vers lui, vers elle, vers la situation.
et on se perd soi-même dans ce processus. Le retour à soi, c'est un acte délibéré de rediriger cette énergie vers l'intérieur. C'est se poser des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui me rend heureuse, moi, indépendamment de lui? Quels sont mes rêves, mes projets, mes désirs propres? Qu'est-ce que j'ai laissé de côté depuis que cette relation occupe toute ma pensée? Quels amis ai-je négligés? Quelle passion ai-je abandonnée? Quelle version de moi-même ai-je mise en veille en attendant qu'il se décide? Ces questions ne sont pas des questions de rupture. Elles ne te demandent pas de quitter cette relation ou de renoncer à cet homme. Elles te demandent simplement de te réinvestir dans ta propre vie. Et paradoxalement, ce réinvestissement fait souvent quelque chose de très particulier dans les relations. Il change la dynamique. Il te rend moins disponible, non pas de façon stratégique, mais de façon authentique, parce que tu as d'autres choses à faire, d'autres personnes à voir, d'autres joies à vivre, et cette authenticité est bien plus attractive que n'importe quelle stratégie. La deuxième chose pratique que je veux partager avec toi, c'est ce que j'appelle la pratique de l'honnêteté avec soi-même. Et c'est peut-être la plus difficile des deux. L'honnêteté avec soi-même, c'est la capacité à regarder la situation telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est se dire, est-ce que cet homme me traite avec le respect que je mérite? Est-ce que cette relation me nourrit ou m'épuise? Est-ce que je suis heureuse dans cette situation ou est-ce que je souffre en attendant d'être heureuse un jour? Cette honnêteté est difficile parce que notre cerveau a une tendance naturelle à minimiser ce qui ne va pas et à amplifier ce qui va, surtout quand on est attaché à quelqu'un. On a tendance à se dire, oui, mais il a été tellement attentionné ce week-end. Oui, mais il m'a dit des choses tellement belles. Oui, mais je sens qu'il a des sentiments pour moi. Et peut-être que tout ça est vrai. Mais la question n'est pas de savoir s'il a des sentiments pour toi. La question est de savoir si ces sentiments sont suffisants pour construire une relation réelle, stable, respectueuse dans laquelle tu te sens vraiment choisi. Il y a une phrase que j'utilise souvent avec mes patients, une phrase simple mais puissante. Les actions parlent plus fort que les mots, pas les intentions, pas les sentiments déclarés. Les actions qu'il fait, pas ce qu'il dit. La façon dont il se comporte avec toi au quotidien, pas la façon dont il te décrit ses sentiments dans les moments d'intimité. Et si les actions ne correspondent pas aux mots, si le comportement ne correspond pas aux déclarations, alors tu as une information importante et une information que tu dois avoir le courage de regarder en face. Je veux aussi parler de quelque chose que j'appelle la tentation du sauvetage. C'est une dynamique que je vois souvent chez des femmes très empathiques, très aimantes, très généreuses. Ces femmes ont tendance à s'attacher à des hommes qui semblent avoir besoin d'être sauvés, d'être compris, d'être aimés d'une façon particulière pour pouvoir s'ouvrir. Ces hommes disent souvent des choses comme « tu es différente des autres, tu es la seule qui me comprend vraiment. Si j'avais rencontré quelqu'un comme toi plus tôt, ma vie aurait été différente. » Je n'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre et ces mots sont doux, ils sont séduisants. Ils activent quelque chose de profond chez une femme aimante, ce désir d'être celle qui fait la différence, celle qui guérit, celle qui sauve. Mais voilà ce que j'ai appris au fil des années. On ne peut pas aimer quelqu'un à la place de lui-même. On ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas ou qui n'était pas prêt à se guérir lui-même. Et souvent, ces hommes qui disent que tu es différente, qui te mettent sur un piédestal, ne sont pas en mesure de te donner ce dont tu as besoin parce qu'ils sont encore trop occupés à gérer leurs propres blessures, leurs propres peurs, leurs propres incertitudes. L'amour véritable ne demande pas que tu te sacrifies, il ne demande pas que tu guérisses l'autre. Il demande que deux personnes se rencontrent dans leur propre intégrité et choisissent de construire quelque chose ensemble. Si ce contenu te parle, si tu sens qu'il t'aide à mieux te comprendre et à mieux comprendre tes relations, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode. Ton soutien est ce qui me permet de continuer à créer ces contenus avec soin et avec cœur. Approchons-nous maintenant de quelque chose que je considère comme l'un des points les plus importants de cet épisode. Je veux parler de ce que j'appelle la question fondamentale. Tout au long de cet épisode, nous avons parlé de lui, de la situation, de l'autre femme, des mécanismes psychologiques, des comportements. Mais maintenant, je veux tourner toute notre attention vers toi, vers ce que toi tu veux vraiment. Pas ce que tu veux avec lui spécifiquement, mais ce que tu veux dans une relation, ce que tu mérites dans une relation. C'est à quoi tu aspires profondément quand tu imagines un amour qui te convient vraiment. Ferme les yeux un moment si tu le peux et imagine une relation dans laquelle tu te sens vraiment choisi. Pas choisi parce que tu as réussi à convaincre quelqu'un, pas choisi par défaut, pas choisi dans l'incertitude, mais vraiment pleinement choisi. Une relation dans laquelle tu n'as pas besoin de te demander où tu en es parce que c'est clair.
Une relation dans laquelle tu peux être toi-même avec tes forces et tes fragilités sans avoir peur que l'autre parte si tu baisses la garde. Une relation dans laquelle l'amour est un espace de sécurité, pas un terrain de compétition. Est-ce que tu peux voir cette image? Est-ce que tu peux la sentir? Maintenant, je veux te demander quelque chose d'important. Est-ce que la relation dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que cet homme dont nous parlons t'offre cette image? Ou est-ce que tu espères qu'un jour, avec suffisamment d'efforts, suffisamment de patience, suffisamment de transformation, il te l'offrira? Et si la réponse honnête est que tu espères, que tu attends, que tu travailles pour quelque chose qui n'est pas encore là et qui n'est peut-être jamais là, alors je veux te dire quelque chose avec toute la douceur et toute la clarté dont je suis capable. Tu mérites mieux que l'espoir, tu mérites la réalité. Tu mérites quelqu'un qui te choisit aujourd'hui, pas quelqu'un qui pourrait peut-être te choisir demain si les conditions sont réunies, si tu es suffisamment patiente, si tu es suffisamment parfaite, si l'autre femme disparaît du tableau. Tu mérites un amour qui n'est pas conditionnel, un amour qui ne te demande pas de te battre pour exister. Je veux maintenant parler d'un concept que j'aime beaucoup, celui de l'abondance émotionnelle. C'est l'idée que l'amour que nous cherchons à l'extérieur, dans les yeux de quelqu'un d'autre, dans son choix, dans sa validation, cet amour doit d'abord être cultivé à l'intérieur de nous-mêmes. L'abondance émotionnelle, c'est cette sensation de se sentir suffisamment riche à l'intérieur pour ne pas dépendre de l'approbation extérieure, pour se sentir bien. C'est savoir que même si cet homme ne te choisit pas, tu resteras quelqu'un de précieux, de digne d'amour, de complet, et cette abondance ne tombe pas du ciel, elle se cultive. Elle se cultive à travers la connaissance de soi, à travers les relations authentiques avec les amis, la famille, les personnes qui nous voient vraiment. Elle se cultive à travers les activités qui nous font nous sentir vivants, créatifs, utiles. Elle se cultive à travers la bienveillance envers soi-même, cette capacité à se parler avec la même gentillesse qu'on offrirait à une amie chère. Pense à la façon dont tu parles de toi à toi-même. Ces petites voix intérieures qui commentent tes actions, tes choix, ton apparence, ta valeur, est-ce que ces voix sont bienveillantes? Est-ce qu'elles t'encouragent? Ou est-ce qu'elles te critiquent, te jugent, te diminuent? Parce que souvent, la façon dont on se parle à soi-même est bien plus sévère que la façon dont on parlerait à n'importe qui d'autre. On accepte de se dire des choses qu'on n'oserait jamais dire à une amie. Et cette sévérité intérieure alimente la croyance qu'on n'est pas assez bien, qu'on a besoin d'être validé par l'autre pour avoir de la valeur. Le travail de l'abondance émotionnelle commence par là, par apprendre à se parler avec douceur, par reconnaître ses propres qualités sans les minimiser, par se traiter avec le même soin et la même attention qu'on accorderait à quelqu'un qu'on aimait profondément. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé psychologique. Et c'est aussi paradoxalement la base d'une relation amoureuse saine. Parce qu'on ne peut pas vraiment aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Pas d'une façon narcissique, mais d'une façon profonde, solide, bienveillante. Voilà quelque chose que j'ai observé au fil des années, quelque chose qui me semble important à partager. Les femmes qui trouvent les relations amoureuses les plus épanouissantes ne sont pas celles qui ont trouvé la bonne stratégie pour attirer les hommes. Ce sont celles qui ont travaillé sur leur relation à elles-mêmes. Celles qui ont appris à se connaître, à s'accepter, à se respecter, celles qui ont développé une vie riche et pleine indépendamment de leur relation amoureuse, celles qui peuvent entrer dans une relation depuis un lieu de force et de choix plutôt que depuis un lieu de peur et de besoin. Ces femmes-là n'ont pas besoin de se battre pour être choisies. Parce qu'elles savent qu'elles méritent d'être choisies et elles ne s'installent pas dans des situations où elles ne le sont pas. Je veux maintenant aborder la question de ce que l'on fait concrètement quand on se retrouve dans la situation que nous avons décrite. Quand on est déjà dans cette relation ambiguë, quand on est déjà attaché, quand on souffre déjà. La première étape, c'est la reconnaissance. Reconnaître honnêtement ce qui se passe. Pas minimiser, pas dramatiser, mais voir clairement. Oui, je suis dans une situation où je ne suis pas vraiment choisi. Oui, ça me fait souffrir. Oui, je mérite mieux. Cette reconnaissance simple, sans jugement envers soi-même, est le premier pas. La deuxième étape, c'est la conversation. Si tu as des sentiments pour cet homme, si tu es dans une relation avec lui, même ambiguë, il mérite d'avoir une conversation honnête. Une conversation dans laquelle tu lui dis clairement ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Non pas pour le forcer à choisir, mais pour clarifier la situation, pour savoir où vous en êtes vraiment. Cette conversation peut faire peur, elle peut sembler risquée parce qu'elle pourrait le pousser à partir. Mais voilà ce que je veux te dire, si une conversation honnête sur tes besoins et tes sentiments le fait partir, alors tu as ta réponse. Et cette réponse, aussi douloureuse qu'elle soit, te libère.
La troisième étape, c'est la décision. En fonction de ce que cette conversation révèle, tu devras prendre une décision. Et cette décision doit être guidée par ton bien-être, pas par ta peur. Est-ce que cette relation peut évoluer vers quelque chose de réel, de clair, de respectueux, ou est-ce qu'elle continuera à te maintenir dans cette zone grise épuisante? Je ne peux pas prendre cette décision à ta place. Personne ne le peut, mais je peux te dire que quelle que soit la décision que tu prends, elle doit être une décision que tu peux assumer avec dignité. Une décision que tu prendras non pas dans la panique ou dans la peur, mais dans la clarté et le respect de toi-même. Et si cette décision implique de laisser partir quelqu'un que tu aimes, je veux que tu saches quelque chose. Laisser partir quelqu'un qui ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, ce n'est pas un échec. C'est un acte de courage, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et c'est souvent le début de quelque chose de beaucoup plus beau. La douleur de la séparation est réelle. Je ne vais pas te dire qu'elle ne l'est pas. Elle est réelle, elle est intense, elle peut durer, mais elle est aussi temporaire. Et de l'autre côté de cette douleur, il y a quelque chose que beaucoup de femmes décrivent avec les mêmes mots, une légèreté. Un soulagement, une sensation d'être enfin libre de se retrouver soi-même, comme si pendant tout ce temps passé à se battre pour être choisies, elles avaient perdu quelque chose d'essentiel. Et que dans le lâcher-prise, elles se retrouvaient. Je t'invite à prendre un moment pour respirer, pour sentir le poids de tout ce que nous avons traversé ensemble dans cet épisode. Et pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ce que tu ressens, des milliers de femmes intelligentes, belles, généreuses se retrouvent dans des situations similaires. Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de blessures non guéries, de peurs non reconnues et de mécanismes psychologiques que nous n'avons pas choisis mais que nous pouvons apprendre à comprendre et à transformer. Approchons-nous maintenant de la conclusion de cet épisode. Et avant de conclure, je veux revenir sur la question initiale, celle qui nous a réunis aujourd'hui. Comment faire pour qu'ils te choisissent même s'il y a une autre femme? Voilà ce que je veux te dire avec toute l'honnêteté et toute la bienveillance dont je suis capable. Il n'existe pas de formule magique pour faire choisir quelqu'un. Il n'existe pas de stratégie qui garantisse que quelqu'un te préférera à une autre. Et même si une telle stratégie existait, elle ne t'apporterait pas ce que tu cherches vraiment. Parce que ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas d'être choisi par lui, c'est d'être aimé. Vraiment, profondément, pleinement aimé, et cet amour-là ne se gagne pas. Il ne se mérite pas au sens où il faudrait faire quelque chose pour le mériter, il se reçoit. Il se reçoit quand on est dans la bonne relation avec la bonne personne au bon moment. Et la bonne personne est celle qui te voit tel que tu es, c'est qui te choisit pour ça, pas parce que tu as réussi à la convaincre, pas parce que tu as été plus habile que l'autre femme, mais parce que tu es toi. Ce que cette situation révèle sur toi, ce n'est pas que tu n'es pas assez bien, ce n'est pas que tu es maladroite en amour. Ce qu'elle révèle, c'est que tu as des besoins d'amour et de connexion, ce qui est humain. Elle révèle peut-être aussi des blessures anciennes qui méritent d'être soignées, des peurs qui méritent d'être reconnues, et une valeur personnelle qui mérite d'être reconstruite ou renforcée. Qu'elle révèle surtout, c'est que tu es prête à regarder en face, à comprendre, à grandir, et ça, c'est quelque chose de précieux. Je veux terminer avec quelques pensées que j'aimerais que tu gardes avec toi après cet épisode. La première pensée est celle-ci. Tu mérites un amour qui ne te demande pas de te battre pour exister. Un amour dans lequel tu es choisi clairement, sans ambiguïté, sans compétition. La deuxième pensée, le travail le plus important que tu puisses faire pour ta vie amoureuse n'est pas de comprendre les hommes ou d'apprendre à les séduire. C'est de mieux te connaître toi-même, de guérir tes blessures, de renforcer ta confiance en toi et de construire une vie qui te rende heureuse indépendamment de toute relation. La troisième pensée, lâcher ce qui ne te nourrit pas, même quand c'est douloureux, est souvent le plus grand acte d'amour que tu puisses faire pour toi-même. Et cet espace que tu libères en lâchant, c'est l'espace dans lequel quelque chose de meilleur peut entrer. La quatrième pensée, tu n'es pas seul. Même dans tes moments les plus sombres, même quand la douleur semble insurmontable, il y a des personnes qui peuvent t'accompagner, des amis, de la famille, des professionnels. N'hésite pas à demander de l'aide quand tu en as besoin. C'est ton signe de force, pas de faiblesse. Et la cinquième et dernière pensée, peut-être la plus importante, tu déchets entière. Tu n'as pas besoin qu'il te choisisse pour être complète. Tu n'as pas besoin de son amour pour avoir de la valeur. Tu es déjà en ce moment même quelqu'un de précieux, de digne d'amour, de méritant le meilleur. Et quand tu commenceras à le croire vraiment, quand cette conviction s'installera dans ton cœur et dans tes os, quelque chose changera. Pas seulement dans tes relations amoureuses, mais dans toute ta façon d'être au monde. Tu marcheras différemment, tu parleras différemment, tu choisiras différemment. Et les personnes que tu attireras seront à la hauteur de ce que tu projettes, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut.
C'est ça, le vrai travail. Non pas apprendre à faire choisir quelqu'un, mais apprendre à se choisir soi-même chaque jour, dans chaque décision, dans chaque relation, dans chaque moment de doute. Se choisir soi-même, c'est la fondation de tout le reste. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si tu sens qu'il a touché quelque chose d'important en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une amie qui traverse quelque chose de similaire, peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa douleur est reconnue et que quelque chose de mieux est possible. Prends soin de toi, sois douce avec toi-même. Et rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle occasion de te choisir, de te respecter et de te donner ce que tu mérites vraiment. On se retrouve dans le prochain épisode.